Il y a des noms qui ne meurent jamais vraiment. Ils cessent d'appartenir à une personne, puis deviennent un phénomène. Baba Vanga fait partie de ces noms-là. Dans l'imaginaire collectif, elle n'est plus seulement une femme aveugle née dans les Balkans au début du XXe siècle. Elle est devenue autre chose. Une présence. Une source inépuisable de récits troublants. Une figure autour de laquelle le monde moderne continue de tourner comme autour d'un vieux feu que personne n'ose complètement éteindre. Car à chaque crise, à chaque guerre, à chaque catastrophe, à chaque tremblement dans l'ordre du monde, son nom revient. On le retrouve dans des vidéos virales, dans des articles recyclés, dans des montages alarmistes, dans des discussions où se mêlent fascination, peur et besoin de sens. On affirme qu'elle avait tout vu. La chute des puissants. Les attaques terroristes. Les pandémies. Les désastres climatiques. Les convulsions géopolitiques. Comme si, depuis une petite existence apparemment perdue dans les marges de l'Europe, une femme avait pu regarder l'avenir avec plus de netteté que les gouvernements, les experts et les historiens. Mais plus on s'approche de cette légende, plus quelque chose se trouble. Car derrière la prophétesse mondiale, il y a un dossier infiniment moins clair. Des témoignages contradictoires. Des paroles rapportées longtemps après les faits. Des archives fragmentaires. Des reformulations opportunes. Des récupérations idéologiques. Et surtout cette question, peut-être la plus importante de toutes, qu'a-t-elle réellement dit, et qu'a-t-on fabriqué autour d'elle après coup? Autrement dit, l'histoire de Baba Vanga n'est pas seulement l'histoire d'une voyante. C'est aussi l'histoire d'un monde qui veut croire que quelqu'un, quelque part, avait prédit le chaos avant qu'il n'arrive. Et parfois, ce besoin de croire en dit plus sur nous que sur elle. Ce soir, nous n'allons donc pas simplement raconter la vie d'une femme devenue mythe. Nous allons ouvrir un dossier beaucoup plus dérangeant. Celui d'une obsession mondiale. Celui d'une fabrication progressive entre foi populaire, mémoire déformée, contexte politique et industrie moderne du sensationnel. Et à mesure que nous avancerons, une idée se dessinera peut-être avec une netteté inquiétante, le vrai mystère de Baba Vanga n'est pas seulement ce qu'elle aurait vu. C'est la raison pour laquelle le monde a eu tellement besoin qu'elle voie quelque chose. Alors, avant d'aller plus loin, il faut accepter une règle simple. Dans ce dossier, nous allons avancer comme on avance dans une maison pleine d'échos. Avec prudence. Avec distance. Et surtout sans confondre ce qui a été dit, ce qui a été transmis, ce qui a été transformé, et ce que le monde a ensuite voulu entendre. Parce que si l'on aborde Baba Vanga comme un simple catalogue de prophéties spectaculaires, on passe à côté de l'essentiel. On ne comprend ni la force de son nom, ni la persistance de son influence, ni la mécanique par laquelle une figure locale devient une référence planétaire du mystère contemporain. Ce que nous allons chercher ici, ce n'est donc pas une réponse naïve à la question « Avait-elle vraiment des pouvoirs ?» La vraie question est plus vaste, plus historique, et en un sens plus inquiétante. Comment une femme issue d'un monde rural, pauvre, traversée par les violences du XXe siècle balkanique, a-t-elle pu devenir, des décennies après sa mort, une sorte d'oracle mondial recyclé à l'infini par la peur moderne? Par quel mélange de souffrances personnelles, de traditions populaires, d'instrumentalisation politique, de mémoire imprécise et de culture médiatique globale une telle figure a-t-elle pris cette ampleur? Nous allons suivre ce fil en plusieurs mouvements. D'abord revenir à l'origine. À la jeune fille, au choc qui l'aurait marqué à vie, à la Bulgarie, aux Balkans, aux croyances, à la pauvreté, au monde concret dans lequel cette figure a émergé. Ensuite, comprendre comment son autorité s'est construite, qui venait la consulter, dans quel climat, avec quelle fonction sociale, et pourquoi une telle femme pouvait devenir crédible pour tant de gens. Puis nous entrerons dans le cœur obscur du dossier, les prophéties elles-mêmes. Quelles sont celles qui apparaissent dans les sources les plus souvent citées? Que peut-on réellement vérifier? Qu'est-ce qui relève du récit reconstruit après coup? Et comment s'opère, très concrètement, la fabrication d'une prophétie parfaite une fois que l'événement a déjà eu lieu? Mais cela ne suffira pas encore. Car le plus intéressant commence peut-être après sa mort. Au moment où Baba Vanga cesse d'être une personne pour devenir une machine narrative mondiale. Un nom que l'on ressort à chaque crise. Un réservoir de prédictions réécrites selon les angoisses du moment. Un miroir dans lequel notre époque contemple sa propre peur de l'avenir. Alors ouvrons ce dossier comme il faut. Pas comme un tribunal. Pas comme un sanctuaire. Mais comme une archive instable. Une archive où les silences comptent autant que les récits,
et où les zones d'ombre sont parfois plus révélatrices que les certitudes. Entrons donc. Et commençons là où il faut toujours commencer lorsqu'un mythe paraît trop bien installé pour être honnête, au tout début, dans la poussière réelle d'une vie avant la légende. Pour comprendre Baba Vanga, il faut d'abord retirer autour d'elle toute la brume rétrospective que le monde moderne a déposée sur son nom. Il faut revenir non pas à la prophétesse globale, mais à l'espace réel dont elle est issue. Un espace rude. Instable. Traversé par les fractures nationales, les guerres, les déplacements, les mémoires blessées et une religiosité populaire où le visible et l'invisible n'ont jamais été totalement séparés. Elle naît en 1911 sous le nom de Vangelia Pandevagushterova, dans une région alors encore prise dans les secousses de la fin de l'Empire ottoman et des recompositions balkaniques. Dès l'origine, le décor n'a rien d'anodin. Les Balkans du début du XXe siècle ne sont pas seulement une zone géographique. Ce sont un laboratoire de tensions historiques permanentes. Les appartenances y sont complexes. Les frontières mouvantes. Les identités, souvent disputées. Les récits nationaux, eux-mêmes, se concurrencent. Dans un tel monde, la figure du voyant, du guérisseur, de l'interprète du destin n'apparaît pas comme une anomalie folklorique. Elle s'inscrit dans un tissu culturel déjà disposé à reconnaître une forme d'autorité à ceux qui semblent en lien avec ce qui dépasse l'ordre ordinaire. Il faut aussi rappeler la brutalité sociale de ce cadre. Nous sommes loin des capitales intellectuelles d'Europe occidentale. Loin des univers rationnels que les sociétés modernes aiment opposer aux superstitieux. Le monde de l'enfance de Baba Vanga est un monde de ruralité, de précarité, de croyances vivantes, de catastrophes intimes, de deuil précoce, de corps exposés à la dureté matérielle. Dans un tel environnement, le surnaturel n'est pas seulement une idée. Il est souvent une manière de rendre supportable ce que la vie n'explique pas. Puis vient l'épisode fondateur, celui que presque tous les récits associent à sa légende. Encore enfant ou très jeune adolescente selon les versions, elle aurait été prise dans une violente tempête, soulevée, projetée, puis retrouvée grièvement blessée, les yeux atteints au point de perdre progressivement la vue. Cet événement occupe une place capitale dans la fabrication de sa figure. Parce qu'il joue le rôle du basculement. La cécité devient la blessure inaugurale. Et dans l'imaginaire des sociétés, la perte d'une vue ordinaire ouvre souvent la possibilité d'une autre vision. C'est un motif ancien. Presque universel. Le corps frappé devient signe. L'épreuve devient passage. La souffrance devient titre d'autorité. À partir de là, on n'a plus seulement affaire à une femme aveugle. On a affaire à une existence marquée, comme si le destin lui-même avait laissé sur elle une trace visible destinée à justifier, plus tard, l'idée d'un don. Mais il faut ici rester rigoureux. Car même dans cette phase initiale, les détails exacts flottent souvent entre biographie, transmission orale et reconstruction narrative. Et ce flottement est déjà révélateur. Il montre que la légende ne commence pas seulement avec les prophéties. Elle commence avec la mise en forme d'une enfance blessée en destin exceptionnel. Le reste du contexte est tout aussi important. Baba Vanga traverse le XXe siècle balkanique, c'est-à-dire un siècle de bouleversements extrêmes, guerres, recompositions étatiques, pression idéologique, régime socialiste, surveillance, mémoire collective saturée de drames. Dans ce type de monde, les figures réputées voire ou au savoir peuvent jouer plusieurs rôles à la fois. Elles consolent. Elles inquiètent. Elles orientent. Elles rassurent. Elles offrent une forme de lisibilité symbolique là où l'histoire réelle devient trop violente, trop confuse ou trop écrasante pour être pensée simplement. Autrement dit, avant même d'examiner ce qu'elle aurait annoncé, il faut comprendre ceci, Baba Vanga n'apparaît pas dans un vide. Elle émerge dans un monde préparé à recevoir une figure comme la sienne. Un monde où la souffrance privée peut devenir signe public. Où le charisme ne passe pas par les institutions savantes, mais par la réputation. Où l'autorité ne dépend pas seulement de la preuve, mais de la manière dont une communauté reconnaît qu'une personne voit plus loin. Et c'est précisément là que le dossier devient intéressant. Car si Baba Vanga a pu s'imposer, ce n'est pas uniquement parce qu'elle aurait formulé des paroles extraordinaires. C'est aussi parce qu'un terrain historique, culturel et psychologique existait déjà pour transformer sa vulnérabilité en puissance symbolique. À ce stade, une erreur serait de croire que Baba Vanga s'est imposée seule, par la seule force d'un don qui aurait traversé naturellement les frontières et les décennies. Aucune figure de ce type ne devient durable sans un réseau humain autour d'elle. Sans visiteurs. Sans interprète.
sans passeur, sans croyant, sans relais. Autrement dit, pour comprendre pourquoi son nom a pris une telle ampleur, il faut maintenant regarder non seulement la voyante, mais tout le monde autour d'elle. Le premier cercle, bien sûr, est celui des anonymes. Des gens ordinaires. Des familles. Des malades. Des parents inquiets. Des personnes en deuil. Des hommes et des femmes venus chercher une réponse là où les institutions, la médecine, l'administration, la politique ou même la religion officielle ne suffisaient plus. C'est souvent là que commence le pouvoir réel d'une figure prophétique. Non dans les grandes prédictions historiques, mais dans la capacité à répondre à des détresses concrètes. Retrouver un proche. Comprendre un malheur. Donner une direction. Nommer une peur. Dans ces moments-là, ce que l'on attend d'un voyant n'est pas d'abord une vérité scientifique. C'est une forme de soulagement, parfois même une mise en récit supportable de l'angoisse. Puis vient le deuxième cercle, les témoins, les proches, les médiateurs. Ceux qui racontent ce qu'elle aurait dit. Ceux qui transmettent ses paroles. Ceux qui organisent les visites. Ceux qui sélectionnent, reformulent, résument, interprètent. Et c'est ici qu'un point décisif apparaît. Dans le cas de Baba Vanga, comme dans celui de beaucoup de figures prophétiques, nous n'avons pas affaire à une œuvre écrite directement, stable, contrôlée, signée de sa main comme le serait un texte doctrinal. Nous avons surtout affaire à des paroles rapportées. Or une parole rapportée change facilement de nature. Elle se condense. Elle se déforme. Elle se grandit. Elle se polit. Elle devient plus nette après l'événement qu'elle est censée avoir annoncé. Elle gagne, avec le temps, cette précision dramatique qu'elle n'avait peut-être pas à l'origine. Le troisième cercle est plus délicat, mais essentiel, celui du pouvoir. Car lorsqu'une figure acquiert une réputation de voyance dans une société encadrée politiquement, elle n'existe jamais complètement en dehors des structures officielles. Autour de Baba Vanga, le récit populaire a très tôt laissé entendre que des responsables, des cadres, des personnalités importantes, peut-être même des figures liées à l'appareil d'État ou à des milieux influents, auraient cherché à la consulter ou du moins à surveiller le phénomène. Qu'une partie de cela soit exacte, exagérée ou mythifiée, le simple fait que cette idée se soit installée est révélateur. Il donne à la voyante une densité supplémentaire. Elle n'est plus seulement une femme du peuple. Elle devient quelqu'un que les puissants eux-mêmes regarderaient avec sérieux. Et dès qu'un tel récit prend, le prestige change d'échelle. Il existe ensuite un quatrième cercle, plus tardif, mais peut-être le plus puissant de tous, les médias, puis l'écosystème numérique mondial. Car à partir du moment où le nom de Baba Vanga sort de son contexte local, il devient extraordinairement malléable. Il peut être repris dans des magazines sensationnalistes, des documentaires flous, des compilations pseudo-historiques, des chaînes vidéo, des comptes sociaux spécialisés dans le mystère, la peur ou l'ésotérisme. Chaque crise mondiale lui redonne une jeunesse artificielle. Chaque guerre lui prête une phrase. Chaque catastrophe lui ajoute une ligne. Chaque année nouvelle voit surgir une liste de prédictions pour l'année à venir, comme si le personnage était devenu une machine posthume de production d'avenir. Mais ce qui rend le phénomène si fort, c'est que tous ces acteurs ne jouent pas le même rôle. Certains croient sincèrement. D'autres amplifient sans vérifier. D'autres encore exploitent la fascination collective. Les uns cherchent du sens. Les autres cherchent du trafic, du prestige, du récit, ou simplement une émotion facile à consommer. Et c'est précisément cette combinaison qui rend l'affaire si difficile à démêler. Parce que l'on n'est pas face à un mensonge unique construit par un seul centre. On est face à une légende nourrie par des couches successives de foi, de mémoire, d'intérêt, de simplification et de réécriture. Alors qui sont les acteurs du dossier Baba Vanga? Une femme aveugle devenue figure de recours. Des visiteurs ordinaires venus chercher une réponse intime. Des proches ou médiateurs qui ont transformé des paroles en récits transmissibles. Des sphères de pouvoir qui ont pu, au minimum, contribuer à épaissir son prestige. Puis, bien après, toute une industrie moderne du mystère qui a fait d'elle une marque mondiale de la prophétie. Et déjà, une conclusion intermédiaire s'impose. Baba Vanga n'est pas seulement un personnage. C'est un système relationnel. Un système dans lequel chacun projette quelque chose, sa peur, son deuil, sa crédulité, sa curiosité, son intérêt idéologique ou son besoin de croire qu'au milieu du chaos, quelqu'un avait compris avant tout le monde.
Mais une réputation locale, même forte, ne suffit pas à créer une obsession mondiale. Des voyants, des guérisseurs, des figures de parole mystérieuses, l'histoire en a connu beaucoup. La plupart restent enfermés dans leur région, dans leur époque, dans le souvenir de ceux qui les ont consultés. Alors pourquoi Baba Vanga, elle, a-t-elle franchi ce seuil? À quel moment cesse-t-on d'avoir affaire à une femme entourée de croyants pour entrer dans la naissance d'un mythe moderne? L'incident déclencheur, ici, n'est pas une seule scène. Ce n'est pas un jour précis où tout bascule d'un coup. C'est plutôt une accumulation lente qui finit par produire un changement de nature. Une série de récits, de confirmations supposées, de consultations racontées, de paroles devenues célèbres, jusqu'au moment où son nom ne sert plus seulement à désigner une personne, mais une promesse, celle qu'il existerait, quelque part, un accès clandestin à l'avenir. C'est cela, le vrai point de rupture. Le moment où l'on commence à attribuer à Baba Vanga non plus seulement des intuitions sur des vies individuelles, mais des annonces portant sur l'histoire elle-même. Des événements immenses. Des guerres. Des catastrophes. Des chutes de régime. Des attaques. Des bouleversements mondiaux. À partir de là, la structure du récit change complètement. Une voyante de proximité devient un oracle de civilisation. Et ce glissement est décisif. Parce qu'il transforme la fonction sociale du personnage. Auparavant, on venait peut-être chercher une aide, une parole, une consolation, une orientation. Désormais, on peut lui demander davantage, non plus seulement ce qui arrivera à une famille, mais ce qui attend le monde. La prophétie devient totale. Elle cesse d'être une pratique située pour devenir un langage apte à absorber toutes les peurs collectives. Or ce basculement arrive dans un siècle qui lui est particulièrement favorable. Le XXe siècle finissant, puis le début du XXIe, crée un terrain idéal pour la figure d'un oracle posthume. Les certitudes religieuses traditionnelles s'effritent dans beaucoup de sociétés. La confiance dans le progrès rationnel se fissure à chaque crise majeure. Les guerres reviennent. Le terrorisme mondial traumatise les opinions. Les catastrophes naturelles et sanitaires imposent un sentiment de vulnérabilité diffuse. Les réseaux médiatiques, puis numériques, accélèrent tout. Dans un tel monde, l'idée qu'une personne oubliée aurait tout annoncé devient presque irrésistible. C'est là que le dossier se durcit. Car plus les événements mondiaux deviennent angoissants, plus les paroles attribuées à Baba Vanga gagnent en prestige. Et plus elles gagnent en prestige, plus elles sont retravaillées pour mieux coller aux événements. On n'est plus seulement dans la transmission d'une réputation. On entre dans une boucle d'amplification. Un drame survient. On fouille dans les phrases rapportées. On isole une formule vague. On l'ajuste. On la reformule. On affirme qu'elle avait prédit l'événement. Puis cette preuve renforce la légende, qui servira ensuite à valider la prédiction suivante. Autrement dit, l'incident déclencheur du mythe Baba Vanga, ce n'est pas seulement l'existence d'une parole prophétique. C'est la rencontre explosive entre une figure déjà entourée de croyances et un monde médiatique avide de récits rétrospectivement miraculeux. Un monde où les prophéties les plus puissantes ne sont pas forcément celles qui ont été clairement prononcées avant les faits, mais celles que l'on peut réécrire après coup avec assez d'habileté pour donner l'illusion de l'évidence. Et c'est précisément à ce moment-là que Baba Vanga cesse définitivement de s'appartenir. Elle devient un nom disponible. Une autorité flottante. Un réservoir symbolique dans lequel chaque époque vient puiser ce dont elle a besoin. Peur nucléaire. Crise géopolitique. Fin du monde. Attentat. Pandémie. Effondrement. Son nom devient l'étiquette parfaite pour donner à l'angoisse contemporaine une profondeur quasi sacrée. Le véritable incident déclencheur n'est donc pas seulement biographique. Il est civilisationnel. C'est le moment où nos sociétés commencent à avoir un besoin presque compulsif d'oracles recyclés. Le moment où l'avenir devient si anxiogène que la simple idée qu'il aurait été annoncé par avance devient une forme de soulagement pervers. Car si quelqu'un l'avait vu venir, alors le chaos n'est peut-être pas totalement absurde. Il reste, d'une certaine manière, lisible. Voilà pourquoi le cas Baba Vanga est bien plus qu'une curiosité ésotérique. Il marque la rencontre entre un personnage chargé de mystère et une époque devenue dépendante des récits qui donnent une forme au vertige. Pour comprendre pourquoi Baba Vanga a obsédé le monde, il faut maintenant entrer dans la mécanique la plus décisive de toutes, la manière dont une prophétie devient crédible non parce qu'elle est précise, mais parce qu'elle est suffisamment floue pour survivre à presque tout.
C'est souvent là que le regard moderne se trompe. Beaucoup de gens imaginent qu'une prophétie convaincante doit être nette, détaillée, datée, incontestable. En réalité, les récits prophétiques qui durent sont rarement ceux-là. Ils vivent au contraire de leur souplesse. Ils utilisent des images larges, des menaces vagues, des métaphores ouvertes, des formules capables d'absorber plusieurs événements différents sans jamais se laisser enfermer dans une seule interprétation. Et c'est précisément ce type de structure qui rend le dossier Baba Vanga si puissant. On lui attribue des annonces portant sur des grands malheurs, des chutes, des destructions, des temps difficiles, des bouleversements mondiaux, des maladies, des eaux empoisonnées, des feux, des frères dressés les uns contre les autres. Pris avant les faits, ce type de langage reste généralement trop général pour constituer une preuve solide. Mais après les faits, il devient extraordinairement malléable. Il suffit qu'un événement dramatique survienne pour que l'on y reconnaisse soudain une correspondance presque troublante. C'est là toute la force du mécanisme. La prophétie ne vaut pas tant parce qu'elle annonce clairement que parce qu'elle permet de reconnaître après coup. Autrement dit, elle n'organise pas l'avenir. Elle organise notre relecture du passé. Prenons le processus dans l'ordre. D'abord, une formule circule, souvent sans source primaire ferme, sans version unique, sans date de consignation parfaitement établie. Ensuite, le monde change. Une guerre éclate. Une catastrophe survient. Un attentat frappe les imaginaires. Une pandémie traverse les continents. À ce moment-là, une communauté de croyants, de relais médiatiques ou de producteurs de contenu revient à la phrase initiale, l'extrait, la simplifie, la traduit, la condense et parfois la durcit. Puis elle la rapproche de l'événement réel avec une assurance croissante. Enfin, cette proximité nouvellement fabriquée devient elle-même une preuve du don. Et le plus troublant, c'est que ce mécanisme ne repose pas toujours sur une fraude consciente. Souvent, il fonctionne parce que l'esprit humain déteste le hasard brut. Nous voulons des formes, des liens, des signes, des correspondances. Lorsque l'histoire devient chaotique, nous supportons mal l'idée qu'elle le soit sans message préalable. Alors nous cherchons dans les ruines des phrases qui auraient pu l'annoncer. Et dès qu'une phrase semble convenir, même approximativement, elle prend une force émotionnelle bien supérieure à sa solidité documentaire. Il faut aussi comprendre qu'une formule prophétique gagne presque toujours en puissance lorsqu'elle est coupée de son contexte. Une parole longue, incertaine, ambiguë, transmise à travers plusieurs versions, devient beaucoup plus impressionnante lorsqu'on n'en garde qu'un fragment spectaculaire. Quelques mots suffisent alors. Les frères américains tomberont. Une grande eau apportera la mort. Le monde tremblera. À partir de là, l'imagination fait le reste. La phrase devient une surface de projection. Et plus elle est courte, plus elle semble profonde. Dans le cas de Baba Vanga, cette plasticité a été essentielle. Elle a permis à son nom de traverser non seulement les décennies, mais des contextes complètement différents. Une prophétie supposée forgée dans un univers balkanique du XXe siècle peut être réinterprétée à la lumière du terrorisme global, du changement climatique, des conflits contemporains, de la peur nucléaire, ou des paniques sanitaires modernes. Très peu de figures historiques disposent d'un tel pouvoir d'adaptation narrative. Et c'est justement ce qui transforme Baba Vanga en oracle recyclable à l'infini. Mais cette plasticité a un prix. Plus une prophétie peut s'adapter, moins elle peut être vérifiée rigoureusement. Et plus elle semble puissante dans l'espace émotionnel, plus elle se fragilise dans l'espace historique. Nous sommes donc devant un paradoxe fondamental, ce qui rend Baba Vanga si fascinante pour le grand public est exactement ce qui rend son dossier si instable pour l'enquêteur. Autrement dit, le premier moteur de l'obsession mondiale n'est pas seulement la croyance. C'est une architecture de langage. Un type de formulation qui permet à presque chaque crise d'être relue comme la confirmation d'une vérité déjà dite. Et tant que ce mécanisme reste intact, le nom de Baba Vanga peut continuer à revenir, encore et encore, comme si le monde lui-même refusait de cesser de lui donner raison. Mais cette première mécanique ne suffit pas encore. Une prophétie floue peut survivre. Elle ne devient pas pour autant une obsession mondiale. Pour franchir ce seuil, il faut un deuxième mécanisme, plus profond encore, la transformation d'une parole en archive sacrée, même lorsque cette archive est lacunaire, mouvante, parfois introuvable dans sa forme originale. C'est ici que le cas Baba Vanga devient particulièrement troublant. Car l'un des grands problèmes du dossier tient à ceci, plus ses prédictions sont célèbres,
plus il devient difficile de remonter à une formulation stable, datée, documentée de manière incontestable avant l'événement qu'elles sont censées avoir annoncé. Et pourtant, au lieu de fragiliser sa légende, cette instabilité l'a souvent renforcée. Pourquoi? Parce qu'une archive imprécise ouvre un espace immense à la reconstruction. Lorsqu'un texte original manque, lorsqu'une déclaration n'existe qu'à travers des souvenirs rapportés, des compilations tardives, des traductions successives ou des reprises médiatiques, la mémoire n'est plus obligée de respecter une forme fixe. Elle peut travailler. Elle peut simplifier. Elle peut embellir. Elle peut rapprocher la parole du drame. Elle peut la faire coïncider avec l'événement d'une manière de plus en plus convaincante à mesure que le temps passe. Autrement dit, l'absence de dossier parfaitement clos ne freine pas nécessairement la croyance. Elle lui fournit au contraire une matière souple. Une matière assez souple pour que chaque génération puisse reprendre Baba Vanga et la refaire parler selon ses propres angoisses. Dans une archive rigoureuse, chaque mot enferme. Dans une archive mythique, chaque manque libère. C'est pour cela que tant de listes de prophéties attribuées à Baba Vanga circulent aujourd'hui sous des formes différentes. Les formulations varient. Les années changent. Certaines prédictions apparaissent dans une compilation, puis disparaissent dans une autre. D'autres deviennent plus précises au fil du temps, comme si la mémoire du monde s'améliorait mystérieusement après la catastrophe. Or ce phénomène, loin d'être anecdotique, est au cœur même du mythe. Car il permet à l'oracle de rester toujours actuel sans jamais être vraiment fixé. Il faut aussi ajouter un élément décisif, la traduction. Baba Vanga appartient à un univers linguistique, culturel et historique précis. Mais sa célébrité mondiale passe par d'innombrables passages d'une langue à l'autre, d'un registre à l'autre, d'un média à l'autre. Et à chaque passage, le sens peut glisser. Une image locale devient un symbole global. Une ambiguïté dialectale devient une annonce spectaculaire. Une expression enracinée dans un contexte balkanique prend soudain l'apparence d'une formule universelle sur le destin du monde. Ce déplacement est capital. Car plus une parole voyage, plus elle perd son sol d'origine, et plus elle gagne une capacité de réemploi. Elle cesse d'appartenir à une scène précise. Elle devient disponible pour toutes les scènes. Voilà pourquoi le dossier Baba Vanga n'est pas seulement une affaire de croyance populaire. C'est aussi une affaire de circulation culturelle. De traduction approximative. De montage médiatique. D'archives secondaires qui finissent par tenir lieu de sources primaires parce qu'elles sont plus accessibles, plus spectaculaires, plus partageables. Et dans ce processus, un détail essentiel est souvent oublié, le public ne rencontre presque jamais Baba Vanga directement. Il rencontre toujours une Baba Vanga déjà médiatisée. Déjà sélectionnée. Déjà découpée. Déjà montée comme un personnage narratif. Le monde ne lit pas un dossier brut. Il reçoit une figure prête à l'emploi. À partir de là, quelque chose de presque religieux se met en place. Chaque nouvelle crise agit comme une occasion de relire les anciennes paroles. Chaque relecture ressemble à une révélation. Chaque révélation renforce l'idée qu'un savoir caché se trouve dans les fragments existants. Et plus le corpus réel est flou, plus il peut être traité comme un ensemble sacré dont les interprètes successifs seraient les exégètes. C'est ainsi qu'une parole rapportée peut devenir une autorité. Non malgré ses fissures, mais à travers elle. Le deuxième moteur de l'obsession mondiale est donc clair, Baba Vanga n'a pas eu besoin d'un dossier parfaitement stable pour survivre. Elle avait besoin d'un dossier suffisamment ouvert pour être sans cesse réinterprété. Et dans un monde saturé d'images, de peur, de vitesse médiatique et de mémoire courte, cette ouverture est une force immense. Car ce que les gens cherchent rarement dans une prophétie, ce n'est pas une preuve au sens strict. C'est une sensation de profondeur. Une impression que l'événement présent appartenait déjà à un récit plus ancien. Que le désordre n'est pas simplement arrivé. Qu'il était écrit quelque part. Et Baba Vanga, précisément parce que son archive reste incomplète, reste disponible pour nourrir cette illusion avec une efficacité redoutable. Il reste pourtant une troisième mécanique, sans doute la plus contemporaine de toutes. Et c'est elle qui explique pourquoi Baba Vanga n'est pas seulement restée célèbre, mais pourquoi elle revient sans cesse, année après année, crise après crise, comme une figure impossible à enterrer. Cette mécanique, c'est l'économie moderne de l'angoisse. Dans le monde ancien, une prophétie circulait lentement. Elle dépendait des témoins, des récits, des communautés, de la réputation transmise par la proximité.
Dans le monde contemporain, elle circule autrement. Elle devient un contenu. Un titre. Une miniature. Une alerte. Une vidéo courte. Un article sensationnaliste. Un fil partagé. Une liste annuelle de prédictions terrifiantes pour l'année qui vient. Autrement dit, la prophétie n'est plus seulement une croyance, elle devient une ressource médiatique. Et Baba Vanga est presque parfaite pour cela. Son nom est déjà connu. Son image est chargée de mystère. Son dossier est assez flou pour être remodelé. Ses paroles supposées sont assez plastiques pour coller à presque tout. Et surtout, elle permet de produire un contenu émotionnel immédiat avec un coût narratif très faible. Il suffit d'un événement inquiétant dans le monde, puis d'un lien, même fragile, avec une phrase attribuée à Baba Vanga. Aussitôt, la machine repart. Une guerre éclate. On affirme qu'elle l'avait annoncé. Une pandémie surgit. On exhume une formule obscure sur une maladie ou un fléau. Des tensions nucléaires montent. On retrouve une phrase sur le feu, la destruction, l'effondrement. Un dérèglement climatique inquiète les opinions. On ressort des images d'eau contaminée, de terres meurtries, de catastrophes planétaires. Le mécanisme est d'une efficacité redoutable, parce qu'il épouse exactement la logique de l'attention contemporaine, peur rapide, signification immédiate, partage facile. Il faut ici être lucide. Le monde numérique ne récompense pas d'abord ce qui est le mieux documenté. Il récompense souvent ce qui saisit le plus vite. Ce qui provoque. Ce qui inquiète. Ce qui donne l'impression qu'un secret ancien éclaire brusquement le présent. Et de ce point de vue, Baba Vanga fonctionne comme une marque narrative extrêmement rentable. Pas nécessairement rentable seulement au sens financier, même si cela existe aussi. Rentable au sens symbolique. Rentable en visibilité. Rentable en circulation. Rentable en captation de l'attention. C'est pourquoi son nom a cessé d'appartenir à l'histoire pour entrer dans une forme d'industrie du pressentiment. Elle n'est plus seulement consultée à titre posthume. Elle est exploitée comme dispositif de dramatisation permanente du réel. Et ce phénomène en dit long sur nous. Car si Baba Vanga revient si souvent, ce n'est pas uniquement parce que des producteurs de contenu la recyclent. C'est aussi parce que le public répond. Il clique. Il partage. Il regarde. Il commente. Il demande la suite. Il veut savoir ce qu'elle aurait dit de l'année prochaine, de la guerre suivante, de la crise suivante. Comme si l'avenir devenait plus supportable lorsqu'il prend la forme d'une menace déjà écrite. Au fond, ce que la modernité numérique a fait à Baba Vanga est très révélateur. Elle a transformé une figure locale de voyance en interface globale de l'anxiété. Une interface où se rencontrent plusieurs besoins à la fois, besoin de récit, besoin de frisson, besoin d'ordre dans le chaos, besoin de croire que les catastrophes ne surgissent pas de nulle part. Même lorsque ces besoins reposent sur des matériaux extrêmement fragiles, ils produisent une adhésion puissante parce qu'ils répondent moins à la raison qu'à l'angoisse. Et c'est là que la figure de Baba Vanga devient presque plus importante après sa mort que pendant sa vie. Vivante, elle appartenait encore à un lieu, à des visiteurs, à une voix rapportée, à un contexte. Morte, elle devient infiniment plus disponible. On peut lui faire dire presque n'importe quoi. On peut l'ajuster à presque toutes les peurs. On peut transformer son silence définitif en autorité inépuisable. Le troisième moteur de l'obsession mondiale est donc celui-ci, Baba Vanga survit parce qu'elle est devenue compatible avec la technologie émotionnelle de notre époque. Elle n'est plus seulement une prophétesse présumée. Elle est un format. Un format idéal pour un monde qui consomme l'inquiétude comme un flux continu. Et plus notre époque devient instable, plus ce format devient puissant. Car l'angoisse moderne ne cherche pas seulement des explications. Elle cherche des figures capables d'incarner le sentiment que tout cela avait été vu avant nous. Voilà pourquoi Baba Vanga ne disparaît jamais tout à fait. Non parce que son dossier serait irréfutable. Mais parce qu'il est parfaitement adapté à un monde qui transforme chaque peur collective en récit immédiatement monnayable, partageable et réactivable. À ce stade, une tentation naturelle apparaît. Celle de conclure trop vite. De dire, très bien, le dossier est flou, les sources sont instables, les prophéties sont réinterprétées, les médias amplifient tout donc l'affaire est réglée. Simple illusion. Simple machine à fantasmes. Fin de l'enquête. Mais ce serait aller trop vite.
Et, d'une certaine manière, ce serait encore manquer le cœur du phénomène. Car même lorsqu'un dossier prophétique repose sur des matériaux fragiles, il peut produire des effets historiques, psychologiques et culturels tout à fait réels. Les croyances, même incertaines, modifient les comportements. Les légendes orientent les imaginaires. Les figures d'oracle organisent parfois des attentes collectives, des peurs diffuses, des manières de lire le monde. Autrement dit, même si Baba Vanga n'avait pas laissé derrière elle un corpus de prédictions solide au sens documentaire strict, son importance comme fait culturel resterait immense. C'est ici qu'il faut déplacer légèrement notre regard. Depuis le début, nous avons examiné comment la légende s'est construite. Nous avons vu le rôle du contexte balkanique, de la blessure fondatrice, des réseaux de croyances, du flou prophétique, des archives incertaines et de l'économie numérique de l'angoisse. Mais maintenant une question plus dérangeante doit être posée. Pourquoi un personnage de ce type trouve-t-il encore aujourd'hui un public mondial si vaste, y compris dans des sociétés qui se prétendent plus rationnelles, plus informées, plus critiques que jamais? La réponse oblige à regarder moins Baba Vanga et davantage notre époque. Nous vivons dans des sociétés saturées d'informations, mais affamées de sens. Nous avons accès à des masses de données, à des analyses, à des experts, à des statistiques, à des systèmes d'alerte, à des modèles prédictifs. Et pourtant, face aux grandes secousses du monde, beaucoup continuent à éprouver un sentiment d'impuissance radicale. Parce que l'information explique, mais ne console pas toujours. Elle décrit, mais elle n'apaise pas nécessairement. Elle analyse, mais elle ne donne pas forcément une forme émotionnellement supportable au chaos. C'est là qu'intervient la puissance persistante d'une figure comme Baba Vanga. Elle ne fournit pas seulement une prédiction. Elle fournit une dramaturgie. Elle transforme l'événement en signe. Elle donne à la catastrophe une profondeur antérieure. Elle laisse entendre que le désordre avait une place dans un récit plus ancien. Et cela, pour beaucoup d'esprits, est plus rassurant qu'une vérité froide sur l'imprévisibilité du monde. Autrement dit, ce que nous découvrons au milieu de cette enquête, c'est peut-être ceci: l'obsession Baba Vanga ne dit pas seulement quelque chose d'une femme du XXe siècle. Elle dit quelque chose de notre incapacité contemporaine à habiter sereinement l'incertitude. Nous voulons savoir. Mais plus profondément encore, nous voulons croire que quelqu'un savait déjà. Et cette nuance change tout. Parce qu'elle déplace l'affaire du terrain du paranormal vers celui de l'anthropologie du besoin humain. Le besoin de présage. Le besoin de continuité narrative. Le besoin de sentir que l'histoire, même terrible, ne surgit pas d'un vide absurde. Alors avant d'aller plus loin, retenons bien cela. Le vrai sujet n'est déjà plus seulement « Baba Vanga a-t-elle prédit tel ou tel événement ?» Le vrai sujet devient « Pourquoi le monde revient-il si volontiers vers des figures prophétiques dès que l'avenir redevient menaçant ?» Et cette question, elle, ne concerne pas seulement les amateurs d'ésotérisme. Elle concerne notre rapport collectif à la peur, à la mémoire, à la vérité et au besoin de récit. C'est précisément pour cela que le dossier doit maintenant se refermer sur ses conséquences les plus profondes. Car il ne suffit plus de comprendre comment le mythe fonctionne. Il faut encore comprendre ce qu'il révèle sur nous. Alors, qu'est-ce que l'affaire Baba Vanga révèle finalement, une fois que l'on a retiré les couches de sensationnalisme, les relectures opportunes et les certitudes paresseuses? Elle révèle d'abord une vérité inconfortable: le monde n'a pas seulement été fasciné par ses supposées prédictions. Il a été fasciné par la possibilité qu'une personne aveugle, marginale, issue d'un espace longtemps perçu comme périphérique, ait vu plus juste que les centres officiels du savoir. Plus juste que les gouvernements. Plus juste que les experts. Plus juste que les institutions censées comprendre l'histoire pendant qu'elle se fait. Et cette idée est explosive. Parce qu'elle inverse l'ordre habituel de l'autorité. Elle fait vaciller la hiérarchie entre savoir légitime et savoir parallèle. Elle donne au pressentiment, au récit rapporté, à l'intuition sacralisée, une force que les sociétés modernes prétendent souvent refuser tout en la désirant secrètement. Mais l'affaire révèle surtout quelque chose de plus profond encore. Baba Vanga fonctionne comme un point de jonction entre deux détresses humaines très anciennes. La première est la peur du futur. La seconde est l'impossibilité d'accepter que l'histoire n'est parfois ni message préalable, ni intention cachée, ni scénario lisible. Entre ces deux détresses, la figure prophétique offre une médiation puissante. Elle ne supprime pas le chaos. Elle le requalifie. Elle le transforme en chose annoncée. Et voilà, sans doute, le cœur du payoff.
Le nom de Baba Vanga a obsédé le monde parce qu'il permet de convertir l'angoisse brute en récit ordonné. Même lorsque cet ordre est douteux. Même lorsque la preuve manque. Même lorsque les archives se dérobent. L'essentiel, pour beaucoup, n'est pas que la prophétie soit démontrée. L'essentiel est qu'elle donne au présent un arrière-plan de nécessité. C'est pour cela que tant de gens ne cherchent pas d'abord à vérifier. Ils cherchent à reconnaître. Reconnaître un signe. Reconnaître une phrase. Reconnaître une cohérence secrète. Comme si, dans un monde devenu trop rapide, trop violent, trop opaque, la simple idée d'une annonce antérieure permettait de respirer un peu mieux. Mais cette consolation a un prix. Car plus nous transformons les catastrophes en accomplissements de prophéties mal établies, plus nous risquons d'abandonner l'enquête réelle au profit du récit séduisant. Nous cessons d'interroger les causes profondes. Nous cessons de regarder les responsabilités humaines, les mécanismes politiques, les décisions historiques, les erreurs collectives. Le drame devient destin. Et lorsque le drame devient destin, il cesse partiellement d'être analysé comme produit de notre monde. C'est là le danger véritable. Pas seulement la crédulité, mais le déplacement du regard. Une prophétie spectaculaire peut être plus confortable qu'une explication complexe, parce qu'elle remplace l'effort de compréhension par le frisson de la reconnaissance. Ainsi, le grand secret de Baba Vanga n'est peut-être pas de savoir si elle a vraiment vu l'avenir. Le grand secret, c'est que son nom permet au monde d'éviter une vérité beaucoup plus difficile à regarder en face. La plupart des catastrophes qui nous terrifient ne tombent pas du ciel symbolique. Elles naissent de l'histoire humaine, de ses tensions, de ses aveuglements, de ses systèmes, de ses répétitions, de ses choix. Et pourtant, malgré cela, la fascination demeure. Parce que l'être humain préfère souvent une peur scénarisée à une incertitude nue. Il préfère croire qu'un oracle avait parlé plutôt que d'admettre que le réel reste, dans une large mesure, ouvert, instable et terriblement sans garantie. Voilà pourquoi Baba Vanga a obsédé le monde. Pas seulement parce qu'elle représentait le mystère, mais parce qu'elle offrait au mystère une voix. Et à l'angoisse, une forme. Et tant que nos sociétés continueront à vivre dans la tension entre surcharge d'informations et fin de sens, cette voix, même déformée, même reconstruite, même instrumentalisée, trouvera encore des oreilles prêtes à l'écouter. Les conséquences de l'affaire Baba Vanga dépassent de très loin le simple domaine du folklore ou du divertissement ésotérique. Si son nom continue de circuler avec une telle force, c'est parce qu'il produit des effets bien réels sur la manière dont les sociétés perçoivent le danger, le savoir et l'avenir. La première conséquence est culturelle. Baba Vanga a contribué à installer durablement l'idée qu'une prophétie floue peut acquérir, avec le temps, plus d'autorité émotionnelle qu'une analyse rigoureuse. Cela ne veut pas dire que les gens rejettent complètement les faits. Cela signifie plutôt qu'en période de crise, les faits seuls ne suffisent pas toujours à capturer l'imagination collective. Or dans l'espace public, ce qui capture l'imagination finit souvent par peser davantage que ce qui est simplement exact. Une formule obscure attribuée à une voyante peut alors circuler plus vite, plus loin, et avec plus de force psychologique qu'un travail patient d'historien, de journaliste ou d'analyste. La deuxième conséquence est cognitive. Le cas Baba Vanga renforce un réflexe de lecture du monde fondé sur la rétrospection magique. Au lieu d'examiner un événement comme le produit de dynamiques politiques, sociales, économiques ou stratégiques, on apprend à le reconnaître comme l'accomplissement d'un signe ancien. Cette logique change profondément le rapport à la vérité. On ne demande plus seulement « est-ce vrai ?». On demande « à quoi cela ressemble-t-il ?» Et lorsque la ressemblance émotionnelle suffit, la vérification perd du terrain. La troisième conséquence est médiatique. Une figure comme Baba Vanga nourrit un cycle de contenu presque infini. Chaque année, chaque crise, chaque guerre, chaque catastrophe peut être transformée en épisode supplémentaire d'un récit prophétique sans fin. Cela alimente une économie de l'attention fondée sur l'anxiété répétée. Le public n'est plus seulement informé d'un danger. Il est convié à l'habiter comme une confirmation. À le ressentir comme quelque chose qui lui devait arriver. Et plus ce mécanisme se répète, plus il devient normal de consommer le monde à travers des cadres sensationnalistes plutôt qu'explicatifs. La quatrième conséquence est plus intime. Le succès durable de Baba Vanga montre à quel point les sociétés contemporaines restent vulnérables aux figures qui promettent une lisibilité supérieure du chaos. Même dans des environnements saturés d'informations, beaucoup d'individus demeurent exposés à une fatigue interprétative. Trop de données. Trop de contradictions.
trop d'incertitudes. Dans cet état, une figure prophétique ne séduit pas nécessairement parce qu'elle convainc par la preuve, mais parce qu'elle simplifie l'angoisse. Elle transforme un monde fragmenté en récits plus compacts, plus impressionnants, plus faciles à mémoriser. Il y a aussi une conséquence politique, plus discrète, mais réelle. Chaque fois qu'une lecture prophétique prend trop de place, elle peut détourner l'attention des responsabilités humaines concrètes. Une guerre n'est plus seulement le résultat d'intérêts, d'erreurs, de doctrines, de choix stratégiques, de calculs et d'aveuglement. Elle devient l'ombre d'une parole ancienne. Une catastrophe sanitaire n'est plus seulement un phénomène à étudier avec ses causes, ses failles institutionnelles, ses chaînes de décision et ses effets mesurables. Elle devient l'écho d'une prédiction. Ce déplacement ne détruit pas forcément la pensée critique d'un coup. Mais il l'érode. Il l'habitue à céder du terrain aux récits fatalistes. Enfin, la conséquence la plus profonde est peut-être anthropologique. Baba Vanga révèle que, malgré la modernité, les humains n'ont jamais cessé de chercher des médiateurs du destin. Les formes changent. Les supports changent. Les technologies changent. Mais le besoin demeure. Besoin de croire qu'un regard a précédé la catastrophe. Besoin de croire que l'avenir n'est pas un pur mur noir. Besoin de croire que le désordre appartient à une trame, même invisible. Et c'est précisément pour cela que l'affaire ne peut pas être balayée d'un revers de main. Pas parce qu'elle prouverait la réalité des prophéties. Mais parce qu'elle révèle, avec une intensité rare, la persistance de ce besoin humain de lire le monde comme un texte déjà commencé avant nous. En ce sens, Baba Vanga n'est pas seulement un personnage du passé. Elle est un symptôme durable. Le symptôme d'un monde qui possède des outils d'analyse de plus en plus puissants mais qui, au fond, continue à rêver d'oracles. À présent, le motif profond apparaît presque entièrement. Depuis le début, nous pourrions croire que l'histoire de Baba Vanga suit une trajectoire exceptionnelle. Une femme marquée par l'épreuve. Une réputation de voyance. Des prédictions troublantes. Une célébrité durable. Puis une postérité mondiale. Vue de loin, cette trajectoire semble singulière. Mais dès qu'on la regarde de plus près, elle révèle en réalité un schéma beaucoup plus ancien, beaucoup plus vaste, et beaucoup plus régulier que le cas d'une seule personne. Ce schéma est toujours le même. Une existence marginale ou blessée reçoit une signification spirituelle. Une communauté reconnaît autour d'elle une forme d'autorité hors norme. Des paroles circulent, d'abord localement, puis plus largement. Ces paroles sont suffisamment ouvertes pour survivre au changement d'époque. Les événements historiques leur donnent après coup un relief nouveau. Les relais médiatiques consolident leur prestige. Puis le personnage cesse d'être une personne pour devenir une fonction. La fonction de celui ou celle qui avait vu. Baba Vanga s'inscrit dans ce modèle avec une netteté presque parfaite. Mais ce qui la distingue, c'est que ce schéma ancien a rencontré les technologies modernes de diffusion et d'amplification. Elle appartient donc à deux mondes à la fois. Au vieux monde des voyants, des guérisseurs, des figures liminaires, des autorités non institutionnelles nées de la souffrance et de la réputation. Et au monde contemporain des flux viraux, des contenus anxiogènes, des récits recyclables à l'infini. C'est cette double appartenance qui explique sa puissance. Autrement dit, Baba Vanga n'est pas un accident. Elle est la version moderne d'un archétype très ancien. Et cet archétype réapparaît toujours lorsque plusieurs conditions se rencontrent. Un horizon historique instable. Une fatigue des récits officiels. Une crise de confiance envers les institutions. Un besoin croissant de signes. Une mémoire collective prête à préférer la cohérence symbolique à la complexité du réel. Lorsque ces conditions se rassemblent, les figures prophétiques ne disparaissent pas. Elles reviennent. Ou plus exactement, elles n'attendaient qu'un contexte favorable pour être réactivées. Voilà le pattern essentiel. Le monde ne s'obsède pas pour Baba Vanga seulement parce qu'elle aurait formulé des paroles frappantes. Il s'obsède pour elle parce qu'elle remplit une fonction récurrente dans les périodes d'incertitude profonde. Elle offre un point fixe imaginaire dans un monde mobile. Elle donne une impression d'antériorité au désastre. Elle transforme l'imprévisible en chose déjà pensée quelque part. Et cette transformation est précisément ce que beaucoup d'esprits recherchent quand l'histoire recommence à faire peur. Le plus révélateur est peut-être là. À chaque fois que Baba Vanga revient dans l'espace public, ce retour nous dit moins quelque chose sur elle que sur l'état psychique de l'époque qui la convoque.
Lorsqu'une société se sent stable, confiante, tournée vers l'explication technique, la figure prophétique recule dans les marges. Lorsqu'une société se sent menacée, confuse, traversée par des crises qu'elle ne parvient plus à intégrer, la figure prophétique regagne du terrain. Elle revient comme un outil de compensation symbolique. Ainsi, le pattern Baba Vanga est clair, plus le monde devient illisible, plus il rêve d'avoir été prédit. Et ce rêve n'est pas anodin. Il révèle une faiblesse structurelle de la modernité elle-même. Nous avons multiplié les instruments de prévision, les bases de données, les experts, les modèles, les chaînes d'information, les systèmes d'alerte. Mais nous n'avons pas supprimé l'angoisse. Au contraire, nous l'avons parfois rendue plus dense, plus continue, plus intime. Parce que savoir davantage ne signifie pas nécessairement supporter davantage. C'est là que la figure prophétique retrouve son utilité symbolique. Elle ne concurrence pas vraiment les outils modernes de connaissance. Elle répond à un manque que ces outils ne comblent pas. Le manque de récits habitables. Le manque de forme émotionnelle. Le manque de continuité intérieure face à un monde de plus en plus discontinu. Et soudain, tout se rejoint. Le contexte balkanique. La blessure originelle. La parole rapportée. Le flou des archives. La réécriture après coup. L'industrie du sensationnel. L'angoisse numérique. Tout cela ne produit pas seulement un mythe biographique. Tout cela produit un miroir. Un miroir dans lequel notre époque contemple sa propre difficulté à vivre sans présage. Baba Vanga n'est donc pas seulement le nom d'une femme devenue légende. Elle est le nom d'un besoin récurrent de l'histoire humaine, réactivé par les crises de la modernité tardive. Et c'est précisément pour cela que son ombre continue de traverser notre monde. Alors, au terme de ce dossier, que reste-t-il vraiment ? Il reste d'abord une silhouette. Celle d'une femme née dans la rudesse des Balkans, frappée très tôt par l'épreuve, puis lentement absorbée par une réputation qui l'a dépassée jusqu'à devenir un mythe mondial. Il reste ensuite une archive trouée. Des paroles rapportées. Des souvenirs. Des reformulations. Des prédictions célèbres dont la solidité documentaire demeure souvent beaucoup moins nette que leur puissance émotionnelle. Et il reste enfin quelque chose de plus vaste encore, la preuve que le monde moderne, malgré toute sa prétention à la rationalité, n'a jamais cessé de tendre l'oreille vers ceux qui promettent de lire l'avenir. C'est peut-être cela, au fond, le dernier vertige de l'affaire Baba Vanga. Nous pensions ouvrir le dossier d'une voyante. Nous avons surtout ouvert le dossier d'un besoin humain. Le besoin qu'un chaos soit annoncé. Le besoin qu'un désastre ait déjà eu une forme avant de nous atteindre. Le besoin, peut-être, de ne pas être seul face à l'opacité du temps qui vient. Mais ce besoin a un prix. Car plus nous transformons le monde en théâtre de prophéties accomplies, plus nous risquons de perdre le goût de l'enquête réelle. Nous regardons moins les mécanismes. Moins les responsabilités. Moins les structures. Moins les causes humaines. Et nous remplaçons peu à peu la compréhension par l'enchantement sombre du signe. C'est pourquoi il faut sans doute refermer ce dossier avec deux idées à la fois. La première, c'est qu'il serait trop simple de mépriser ceux qui ont cru à Baba Vanga. Car leur fascination parle d'angoisse profonde, réelle, universelle. La seconde, c'est qu'il serait tout aussi dangereux d'abandonner notre regard critique au simple pouvoir des récits qui rassurent en inquiétant. Peut-être que la vraie maturité face au mystère n'est ni la crédulité, ni le cynisme. Peut-être qu'elle consiste à accepter ceci, certains noms deviennent puissants non parce qu'ils prouvent quelque chose, mais parce qu'ils révèlent ce que les époques ont désespérément besoin d'entendre. Et si Baba Vanga a continué d'obséder le monde si longtemps après sa mort, ce n'est peut-être pas parce qu'elle voyait mieux que les autres. C'est peut-être parce que le monde, lui, supporte très mal de ne rien voir du tout. Si cette plongée dans les zones grises de l'histoire vous a intéressé, dites-moi en commentaire quelle autre figure entourée de mythes, de rumeurs ou de fascination mondiale vous voudriez que nous ouvrions ensemble dans un prochain dossier. Et si vous aimez cette manière d'explorer non seulement les faits, mais aussi les ombres qui se forment autour d'eux, abonnez-vous à Les Nuits de l'Histoire.